Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Bienvenue sur Français avec moi, FAM. Vous regardez la biographie inspirante d'Albert Einstein, du génie rebelle au pacifiste tourmenté. Une histoire vraie qui va vous marquer. Imaginez un enfant qui parle tard, un élève que les professeurs trouvent difficile. Puis, imaginez ce même enfant devenant l'homme qui change notre compréhension de l'univers. Un homme dont l'équation E égale mc2 devient la plus célèbre du monde. Mais aussi un homme qui regrette profondément d'avoir participé à la création de la bombe atomique. Qui était vraiment Einstein? Comment un physicien allemand est-il devenu le symbole du génie? Et pourquoi ce pacifiste convaincu a-t-il aidé à créer l'arme la plus destructive de l'histoire? En plus de découvrir l'ambition, les défis et l'héritage d'Einstein, dans cette biographie complète, vous allez enrichir votre vocabulaire et améliorer votre français au niveau B2. Cette histoire vraie montre comment un homme peut changer le monde avec ses idées, mais aussi comment il peut porter le poids de ses décisions toute sa vie. N'oubliez pas, aimez cette vidéo et abonnez-vous à Français avec moi, FAM, pour découvrir d'autres biographies inspirantes en français. Chapitre 1. L'enfant différent. 1879-1894. Albert Einstein naît le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne. Ses parents, Hermann et Pauline Einstein, sont une famille juive de la classe moyenne. Son père vend des matelas, puis plus tard, il crée une petite usine électrique avec son frère. Le petit Albert est un enfant étrange. Il parle très tard. Ses parents s'inquiètent. Est-ce qu'il a un problème? Les docteurs ne trouvent rien. Mais Albert ne parle presque pas jusqu'à l'âge de 3 ans. Quand il commence à parler, il fait quelque chose de bizarre. Il répète chaque phrase 2 fois avant de la dire à haute voix. À 5 ans, quelque chose change la vie d'Albert. Son père lui montre une boussole. Le petit garçon est fasciné. Pourquoi l'aiguille pointe toujours vers le nord? Il y a une force invisible. Cette découverte marque le début de sa passion pour la science. Il veut comprendre les forces invisibles qui gouvernent le monde. À 6 ans, Albert commence l'école, mais il n'aime pas l'école allemande. Les professeurs sont stricts, autoritaires. Ils veulent que les élèves obéissent sans poser de questions. Mais Albert pose beaucoup de questions. Il veut comprendre le pourquoi de tout. Sa mère lui donne des leçons de violon. Albert apprend à aimer la musique. Toute sa vie, quand il aura des problèmes difficiles à résoudre, il jouera du violon pour réfléchir. En 1894, quand Albert a 15 ans, sa famille déménage en Italie. Les affaires de son père ne marchent pas bien en Allemagne. Ils vont chercher de nouvelles opportunités à Milan. Mais Albert reste à Munich pour finir ses études au gymnasium, le lycée allemand. Albert déteste ce gymnasium. Il sent qu'il ne peut pas respirer là-bas. Les méthodes sont trop rigides, trop militaires. Après quelques mois seul à Munich, il prend une décision audacieuse. Il quitte l'école et rejoint sa famille en Italie. Ses parents sont surpris, mais ils comprennent qu'Albert n'est pas un enfant ordinaire. Chapitre 2. L'étudiant rebelle. 1895-1900. En 1895, Albert a 16 ans et il veut entrer à l'École polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse.
C'est une école prestigieuse pour les sciences et l'ingénierie. Mais il y a un problème. Albert n'a pas fini le gymnasium. Il doit passer un examen d'entrée. Il passe l'examen et il échoue. Albert est excellent en mathématiques et en physique, mais il est faible dans les autres matières, comme les langues et la biologie. C'est une humiliation. Mais le directeur de l'école voit son talent. Il lui dit « Allez étudier 1 an dans un lycée suisse, puis revenez. » Albert va dans un petit lycée à Aaru, une ville suisse. Là-bas, tout est différent. Les professeurs encouragent les questions. Les élèves peuvent penser librement. Albert est heureux pour la première fois à l'école. Il commence à imaginer des expériences mentales bizarres. Par exemple, que se passerait-il si je voyageais à la vitesse de la lumière? En 1896, à 17 ans, Albert renonce à sa citoyenneté allemande. Il ne veut pas faire le service militaire obligatoire en Allemagne. Pendant plusieurs années, il n'a la citoyenneté d'aucun pays. Il est apatride, un homme sans nation. En 1896, il entre enfin à l'école polytechnique de Zurich. Il étudie la physique et les mathématiques. Mais même là, Albert est un étudiant difficile. Il n'aime pas aller aux cours. Il préfère lire des livres seul à la bibliothèque. Il pense que les professeurs enseignent de vieilles idées. Lui, il veut comprendre les nouvelles théories. À Zurich, Albert rencontre Mileva Marić, la seule femme de sa classe. Elle est serbe, elle est intelligente, elle aime la physique comme lui. Ils tombent amoureux. Les parents d'Albert n'aiment pas Mileva. Elle n'est pas juive, elle n'est pas allemande. Mais Albert ne s'en préoccupe pas. En 1900, Albert obtient son diplôme. Il a 21 ans. Il pense qu'il va facilement trouver un poste de professeur dans une université. Mais personne ne veut l'embaucher. Pourquoi? Parce qu'il a été un étudiant difficile. Ses professeurs ne veulent pas l'aider. Albert envoie des lettres à toutes les universités d'Europe. Toutes disent non. C'est une période terrible pour lui. Il est diplômé, mais il n'a pas de travail. Il donne quelques cours privés pour gagner un peu d'argent, mais il se sent comme un échec. Chapitre 3. Les années miraculeuses, de 1901 à 1905. En 1901, Albert obtient finalement la citoyenneté suisse. Il peut maintenant vivre et travailler en Suisse légalement. En 1902, grâce à l'aide d'un ami, Albert trouve un travail au bureau des brevets à Berne, la capitale de la Suisse. Son travail, examiner les demandes de brevets pour les nouvelles inventions. Ce n'est pas un travail prestigieux, ce n'est pas un poste universitaire, mais c'est un travail stable, qui paye bien. Et ce travail a un avantage inattendu. Il n'est pas trop difficile. Albert finit son travail en quelques heures chaque jour. Ensuite, il peut passer le reste de son temps à penser à la physique. Il cache ses papiers scientifiques dans un tiroir de son bureau. Quand son patron ne regarde pas, il travaille sur ses théories. En 1903, Albert épouse Milève malgré l'opposition de ses parents. Ils ont déjà eu une fille ensemble en 1902, Liserle. Mais cette fille est un secret. Albert et Milève ne sont pas mariés quand elle naît, ce qui est scandaleux à l'époque. On ne sait pas ce qui arrive à Liserle. Peut-être qu'elle meurt jeune ou peut-être qu'elle est adoptée. Ce mystère reste non résolu aujourd'hui. En 1904, leur fils Hans Albert naît. Maintenant, Albert est père, mari et employé de bureau. Mais dans sa tête, il pense constamment à la physique. Et puis, arrive 1905. Cette année devient l'annus mirabilis d'Einstein, son année miraculeuse.
En seulement quelques mois, alors qu'il travaille toujours au bureau des brevets, Albert écrit 4 articles scientifiques qui changent la physique pour toujours. Le premier article explique l'effet photoélectrique. Il montre que la lumière peut se comporter comme des particules. Cette idée aide à créer la mécanique quantique. Pour cet article, il recevra plus tard le prix Nobel. Le deuxième article explique le mouvement brownien. Il prouve que les atomes existent vraiment. Avant cela, beaucoup de scientifiques doutaient. Le troisième article présente la théorie de la relativité restreinte. Cette théorie change notre compréhension du temps et de l'espace. Einstein montre que le temps n'est pas absolu, il dépend de la vitesse à laquelle vous voyagez. Le quatrième article présente l'équation la plus célèbre du monde. E égale mc². Cette équation montre que l'énergie et la masse sont la même chose sous des formes différentes. Une petite quantité de matière peut produire une énorme quantité d'énergie. Albert Einstein a 25 ans. Il travaille dans un bureau de patents et il vient de révolutionner la physique, mais presque personne ne le sait encore. Chapitre 4. La reconnaissance. Après 1905, les articles d'Einstein attirent l'attention des physiciens européens. D'abord, ils sont sceptiques. Qui est cet inconnu qui travaille dans un bureau de brevet? Mais graduellement, ils comprennent que ses idées sont brillantes. En 1906, Einstein obtient son doctorat de l'Université de Zurich. Maintenant, il est officiellement Dr Einstein. En 1908, il devient professeur à l'Université de Berne. Enfin, il quitte le bureau des brevets. Il est maintenant un académique respecté. L'année suivante, il devient professeur à l'Université de Zurich. Mais Einstein ne s'arrête pas. Il continue à développer ses théories. Il travaille maintenant sur quelque chose de plus ambitieux, la relativité générale. Ces théories expliquera la gravité d'une manière complètement nouvelle. En 1910, son deuxième fils, Édouard, naît. Maintenant, Einstein a 2 fils. Mais sa relation avec Mileva devient difficile. Ils se disputent souvent. Einstein se concentre obsessivement sur son travail et néglige sa famille. En 1911, Einstein accepte un poste de professeur à Prague, en République tchèque. Mais il reste seulement 1 an. En 1912, il retourne à Zurich pour enseigner à son ancienne école, l'école polytechnique. En 1914, Einstein reçoit une offre incroyable: devenir directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm à Berlin, la capitale allemande. C'est un poste très prestigieux. Il accepte. Mais quand Einstein déménage à Berlin, Mileva refuse de venir. Leur mariage est brisé. Elle reste à Zurich avec leurs 2 fils. Einstein part seul pour Berlin. Ils ne vivront plus jamais ensemble. À Berlin, Einstein retrouve sa cousine, Elsa Lowenthal. Il la connaît depuis l'enfance. Ils commencent une relation amoureuse. Elsa prend soin de lui quand il est malade. Graduellement, elle devient sa compagne. Chapitre 5. La célébrité mondiale. 1915-1922. En novembre 1914, Einstein complète sa théorie de la relativité générale. C'est son chef-d'œuvre scientifique. Cette théorie révolutionne notre compréhension de la gravité. Einstein montre que la gravité n'est pas une force qui attire les objets, c'est une courbure de l'espace et du temps causée par la masse. Sa théorie fait une prédiction étrange. La lumière des étoiles devrait se courber quand elle passe près du Soleil. Mais comment tester cette prédiction? On ne peut pas voir les étoiles près du Soleil, normalement, à cause de sa luminosité.
Il faut attendre une éclipse solaire. Pendant ce temps, la Première Guerre mondiale fait rage en Europe. Einstein vit à Berlin, mais il déteste la guerre. Il est pacifiste. En 1914, il signe un manifeste pacifiste, appelé Manifeste aux Européens. Seulement 4 personnes le signent. La plupart des intellectuels allemands soutiennent la guerre. Einstein devient impopulaire en Allemagne à cause de ses idées pacifistes. En février 1919, Einstein divorce de Mileva. Quelques mois plus tard, en juin 1919, il épouse Ilsa. Et puis, en novembre 1919, quelque chose d'extraordinaire se passe. Des scientifiques britanniques ont observé une éclipse solaire totale au Brésil et en Afrique. Ils ont mesuré la position des étoiles près du Soleil. Résultat, Einstein a raison. La lumière se courbe exactement comme sa théorie le prédit. Cette nouvelle est annoncée lors d'une réunion solennelle de la Royal Society à Londres. Les journaux du monde entier publient l'histoire. La théorie d'Einstein confirmée. Newton était faux. Du jour au lendemain, Einstein devient la personne la plus célèbre du monde scientifique. Ce qui est remarquable, c'est que cette confirmation vient de scientifiques britanniques, pendant que l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont encore techniquement ennemis après la guerre. La science transcende les frontières nationales. Maintenant, Einstein est une célébrité mondiale. Les photographes le suivent partout. Les journalistes veulent l'interviewer. Il voyage en Amérique, au Japon, en Palestine. Partout où il va, des milliers de personnes viennent le voir. En 1921, Einstein voyage aux États-Unis pour la première fois. Il est accueilli comme une rockstar. Des foules énormes viennent le voir. Il donne des conférences à des salles pleines. En novembre 1922, Einstein reçoit le prix Nobel de physique. Mais étrangement, ce n'est pas pour la relativité. Le comité Nobel donne le prix pour son travail sur l'effet photoélectrique en 1905. Pourquoi ? Parce que la relativité est encore controversée. Certains scientifiques ne l'acceptent pas encore. Einstein est maintenant au sommet de sa gloire. Il est l'homme le plus célèbre de la science. Mais des temps difficiles approchent. Chapitre 6. La fuite du nazisme, 1923-1933. Les années 1920 sont difficiles pour l'Allemagne. Le pays a perdu la Première Guerre mondiale, l'économie est en crise, les gens sont en colère, frustrés. Dans cette atmosphère, un nouveau mouvement politique émerge, le nazisme. Adolf Hitler et son parti nazi commencent à gagner du pouvoir. Leur idéologie est basée sur le racisme et l'antisémitisme. Ils haïssent les juifs, et Einstein est juif. Au début, Einstein ne prend pas Hitler très au sérieux. Il pense que les Allemands sont trop éduqués pour suivre un homme aussi fou. Il a tort. Pendant ces années, Einstein continue son travail scientifique. Il débat avec d'autres physiciens sur la mécanique quantique. Son ami Niels Bohr pense que le monde quantique est probabiliste, gouverné par le hasard. Einstein refuse de croire cela. Il dit sa phrase célèbre « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Mais les débats scientifiques deviennent moins importants quand la situation politique se dégrade. Les nazis attaquent verbalement Einstein. Ils organisent des manifestations contre la physique juive. Ils brûlent ses livres. Einstein reçoit des menaces de mort. En 1932, Einstein accepte un poste à l'Institute for Advanced Study à Princeton, aux États-Unis. Il décide de passer 6 mois par an à Princeton et 6 mois à Berlin. Mais les choses changent rapidement. Le 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier de l'Allemagne. Les nazis ont pris le pouvoir. Einstein est aux États-Unis quand cela arrive. Ses amis l'avertissent. Ne retourne pas en Allemagne, c'est trop dangereux. En mars 1933, la Gestapo, la police secrète nazie, fouille l'appartement d'Einstein à Berlin plusieurs fois. Il confisquait ses biens, y compris son bateau à voile bien-aimé.
Einstein prend une décision définitive. Il ne retournera jamais en Allemagne. Le 28 mars 1933, il va au consulat allemand en Belgique et renonce officiellement à sa citoyenneté allemande. Il ne veut plus rien avoir à faire avec ce pays qui est devenu fou. Les nazis brûlent publiquement ses livres. Ils offrent une récompense pour sa capture. Einstein, le plus grand scientifique d'Allemagne, est maintenant un ennemi de l'État. En octobre 1933, Einstein et sa femme Elsa s'installent définitivement aux États-Unis. Ils habitent à Princeton, New Jersey. Einstein ne retournera jamais en Europe. Cette immigration change sa vie. Il a perdu son pays, ses collègues, sa position en Allemagne, mais il a sauvé sa vie. Chapitre 7. La lettre fatale. 1939. Einstein s'installe dans sa nouvelle vie à Princeton. Il continue ses recherches, il donne des conférences, il essaie de créer une théorie du champ unifiée qui expliquerait toutes les forces de la nature. Mais il ne réussit pas. En 1936, sa femme, Elsa, meurt. Einstein est triste, mais il continue à travailler. Il vit maintenant avec sa secrétaire, Hélène Ducasse, et sa belle-fille Margot. Puis arrive l'été 1939. L'Europe est au bord d'une nouvelle guerre. Hitler a déjà envahi l'Autriche et la Tchécoslovaquie. La Pologne sera la prochaine. En juillet 1939, deux physiciens hongrois, Leo Szilard et Eugene Wigner, viennent voir Einstein dans sa maison de vacances à Long Island, New York. Ils apportent des nouvelles inquiétantes. Des scientifiques allemands ont découvert la fission nucléaire. Cela signifie qu'il est possible de diviser un atome d'uranium et de libérer une énorme quantité d'énergie. Et cela signifie qu'il est possible de construire une bombe atomique. Szilard explique. Si les nazis développent une bombe atomique avant nous, ils gagneront la guerre, ils domineront le monde. Nous devons avertir le président Roosevelt. Einstein est choqué. Quand Szilard lui explique la possibilité d'une bombe atomique, Einstein répond en allemand « Daran habe ich gar nicht gedacht ». Je n'ai même pas pensé à cela. Einstein est pacifiste. Il déteste les armes. Il déteste la violence. Mais il déteste encore plus les nazis. Il sait ce que Hitler fera s'il obtient une arme aussi puissante. Après une longue discussion, Einstein accepte d'écrire une lettre au président Roosevelt. Le 2 août 1939, Einstein signe la lettre. Dans cette lettre, il avertit que l'Allemagne pourrait développer des bombes atomiques. Il recommande que les États-Unis commencent leur propre programme de recherche nucléaire. La lettre dit « Une seule bombe de ce type, transportée par bateau et explosée dans un port, pourrait détruire le port entier avec tout le territoire environnant. » Cette lettre arrive au bureau de Roosevelt en octobre 1939. Roosevelt la lit et comprend l'importance. Il crée immédiatement un comité consultatif sur l'uranium. Ce comité deviendra plus tard le projet Manhattan, le projet secret pour construire la bombe atomique. Einstein lui-même ne participe pas au projet Manhattan. Le FBI le considère comme un risque de sécurité à cause de ses idées pacifistes. Il ne sait rien du développement de la bombe pendant la guerre. Mais sa lettre a lancé le processus. Et plus tard, Einstein dira que c'est la plus grande erreur de sa vie. Chapitre 8. Le regret. 1945-1955. Le 12 avril 1945, le président Roosevelt meurt. Harry Truman devient président. La guerre en Europe se termine en mai 1945, quand l'Allemagne se rend. Hitler est mort, les nazis sont vaincus. Mais la guerre continue dans le Pacifique, contre le Japon. Le projet Manhattan a réussi. La bombe atomique existe. Maintenant, Truman doit décider. Doit-il l'utiliser ? En juillet 1945,
les scientifiques testent la première bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique. L'explosion est terrifiante. Robert Oppenheimer, le directeur du projet Manhattan, cite un texte hindou. « Je suis devenu la mort, le destructeur de mondes. » Léo Szilard, le même physicien qui avait convaincu Einstein d'écrire la lettre, essaye maintenant d'empêcher l'utilisation de la bombe contre le Japon. Il écrit une pétition signée par des dizaines de scientifiques du projet Manhattan. Il supplie le président de ne pas utiliser la bombe contre le Japon. Mais Truman ne voit jamais cette pétition. Le 6 août 1945, les États-Unis larguent une bombe atomique sur Hiroshima, au Japon. La ville est détruite instantanément. Plus de 70 000 personnes meurent immédiatement. Des milliers d'autres mourront plus tard à cause des radiations. 3 jours plus tard, le 9 août, une deuxième bombe est larguée sur Nagasaki. Encore des dizaines de milliers de morts. Le Japon se rend, la Seconde Guerre mondiale est finie, mais l'ère atomique a commencé. Quand Einstein apprend ce qui s'est passé, il est dévasté. Il dit à son ami « Oh, mon Dieu !» Il se sent personnellement responsable. Sa théorie M égale MC2 a montré que c'était possible. Sa lettre à Roosevelt a lancé le projet. En 1947, un magazine Newsweek publie un article sur Einstein avec le titre « L'homme qui a tout commencé ». Einstein répond « Si j'avais su que les Allemands ne réussiraient pas à développer une bombe atomique, je n'aurais jamais levé le petit doigt. » Pendant ces dernières années, Einstein devient un militant actif contre les armes nucléaires. Il travaille avec d'autres scientifiques pour créer un gouvernement mondial qui pourrait contrôler les armes atomiques. Il signe des manifestes pour la paix, il donne des interviews pour avertir du danger d'une guerre nucléaire. En 1948, le FBI commence à surveiller Einstein. L'agent J. Edgar Hoover pense qu'Einstein est peut-être communiste ou socialiste. Le FBI crée un dossier sur Einstein de plus de 1400 pages. Ils surveillent son courrier, ils espionnent ses réunions. Mais ils ne trouvent rien de criminel. Einstein continue à travailler à Princeton. Il essaye toujours de créer sa théorie du champ unifié, mais il ne réussit pas. Il joue du violon. Il navigue sur son petit bateau. Il reçoit des visiteurs du monde entier. En avril 1955, Einstein a 76 ans. Il sent des douleurs dans son abdomen. Les médecins découvrent qu'il a un anévrisme de l'aorte. Un vaisseau sanguin près de son cœur est en train de se rompre. Il propose une opération. Einstein refuse. Il dit « Je veux partir quand je veux. C'est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. » Le 18 avril 1955, l'anévrisme se rompt. Einstein meurt à l'hôpital de Princeton. Ses derniers mots sont en allemand. L'infirmière ne comprend pas l'allemand, donc personne ne saura jamais ce qu'il a dit. Son corps est incinéré. Ses cendres sont dispersées dans un lieu secret. Einstein ne voulait pas de tombe, pas de monument. Il ne voulait pas que les gens viennent adorer un lieu. Mais quelque chose de bizarre se passe. Le pathologiste qui fait l'autopsie vole le cerveau d'Einstein. Il le garde dans des bocaux pendant des années. Aujourd'hui, des morceaux du cerveau d'Einstein sont dans différents musées et laboratoires. Einstein aurait probablement détesté cela. Chapitre 9. Maintenant, nous sommes en 2025. Einstein est mort depuis 70 ans, mais son héritage est partout. Ses théories de la relativité sont confirmées encore et encore. En 2015, des scientifiques détectent les ondes gravitationnelles qu'Einstein avait prédites en 1916. En 2019, ils photographient pour la première fois un trou noir,
un objet dont l'existence était prédite par la relativité générale. Son équation E égale mc² a changé le monde. Elle a rendu possible l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, environ 10% de l'électricité mondiale vient des centrales nucléaires. Cette énergie peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Sa photo la plus célèbre, celle où il tire la langue, est devenue une icône mondiale. On la voit sur des t-shirts, des posters, des publicités. Einstein est devenu le symbole du génie, de la créativité, de penser différemment. Mais Einstein n'était pas seulement un scientifique. Il était aussi un humaniste, un pacifiste, un défenseur des droits civils. Il a parlé contre le racisme en Amérique. Il a refusé de devenir président d'Israël en 1952 parce qu'il ne voulait pas de pouvoir politique. Il a toujours défendu la liberté de pensée et d'expression. L'Institut d'études avancées de Princeton, où Einstein a travaillé, continue d'accueillir les plus brillants scientifiques du monde. C'est un lieu où les chercheurs peuvent penser librement, sans pression pour publier rapidement. Le conflit dans la vie d'Einstein, entre ses idéaux pacifistes et sa lettre sur la bombe atomique, nous enseigne quelque chose d'important. Même les génies font des erreurs. Même les grandes personnes doivent vivre avec des regrets. Einstein a passé ces dernières années à essayer de réparer ce qu'il avait contribué à créer. Aujourd'hui, nous vivons toujours avec l'héritage de cette lettre d'Einstein. Il y a environ 13 000 armes nucléaires dans le monde. Le danger d'une guerre nucléaire existe encore. Einstein nous avertit, mais nous n'avons pas complètement écouté. Quelle histoire! Nous avons parcouru la vie d'Einstein, ses rêves, ses découvertes et ses regrets. Et vous avez fait tout ça en pratiquant votre français. Einstein nous enseigne plusieurs leçons importantes. La première, être différent n'est pas un problème, c'est une force. L'enfant qui parlait tard est devenu l'homme qui a changé notre compréhension de l'univers. La deuxième leçon, le génie seul ne suffit pas. Einstein avait aussi de la curiosité, de la persévérance et du courage pour questionner les idées acceptées. Il n'avait pas peur de penser différemment. La troisième leçon est peut-être la plus importante. Nos actions ont des conséquences que nous ne pouvons pas toujours prévoir. Einstein a écrit une lettre pour arrêter Hitler. Cette lettre a contribué à créer la bombe atomique. Il a regretté cette décision toute sa vie. Einstein était un homme qui cherchait la vérité dans l'univers, mais qui a aussi lutté avec la vérité de ses propres actions. Il nous montre qu'être brillant ne signifie pas être parfait. Il nous montre que même les génies doivent faire des choix difficiles et vivre avec les conséquences. Aujourd'hui, quand nous utilisons le GPS sur nos téléphones, nous utilisons la théorie de la relativité d'Einstein. Quand nous profitons de l'électricité nucléaire, c'est grâce à E égale mc². Son travail touche nos vies chaque jour. Si cette biographie vous a inspiré et si vous avez senti que votre français s'est amélioré en nous écoutant, laissez un j'aime, un pouce bleu sur cette vidéo. Partagez cette histoire avec un ami qui aime les langues et l'histoire. Abonnez-vous à Français avec moi FM et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Quel moment de la vie d'Einstein vous a le plus touché ? Était-ce ses découvertes scientifiques, son combat contre le nazisme ou son regret concernant la bombe atomique ? Laissez un commentaire en français pour pratiquer. À très bientôt sur FM.